Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir au Musée de la Grande Guerre à Meaux pour une découverte de notre exposition temporaire « Les infirmières dans la Grande Guerre ». Alors, je suis Joanne Berlemont, je suis responsable de la conservation au Musée de la Grande Guerre et je suis également la commissaire de cette exposition qui est ouverte depuis 1 mois et demi et qui sera visible jusqu'au 31 décembre 2023. C'est une exposition qui a reçu le label Exposition d'intérêt national par le ministère de la Culture. Donc, c'est une reconnaissance de la qualité scientifique du discours et des collections qui sont présentées. Je vais commencer par une présentation très rapide de notre musée. Donc, nous sommes un musée sur la Première Guerre mondiale, le conflit 14-18, qui propose une découverte généraliste de tous les aspects du conflit. Donc, c'est une porte d'entrée pour comprendre, connaître le premier conflit mondial, avec comme particularité de proposer une découverte sur 3000 m² avec une dimension mondiale, une explication mondiale du conflit, et avec un parcours très immersif, des collections qui sont très proches, quelquefois sans vitrine, et de nombreux dispositifs qui rendent la découverte du musée très accessible pour le jeune public, même à partir de 5 ans. Donc, chaque année, le Musée de la Grande Guerre propose une exposition temporaire sur une thématique qui approfondit un des sujets qui peut être présenté de manière très succincte dans le parcours permanent. Et cette année, nous avons choisi de proposer une exposition sur les infirmières pendant la Première Guerre mondiale. Les infirmières sont vraiment une des figures emblématiques de la femme engagée, mobilisée pendant le conflit. On a l'impression de la connaître et pourtant, elle est souvent présentée comme une personne dévouée, charitable. C'est les qualités qu'on lui reconnaît, mais on parle assez peu finalement du travail qu'elle fait, des soins qu'elle pratique, et c'est cela qu'on a voulu proposer, expliquer dans l'exposition, puisque la Grande Guerre, pour de nombreux sujets, c'est un point de bascule entre un point d'évolution très rapide, et pour la profession d'infirmière également, au début du XXe siècle. C'est un métier qui est encore mal défini, avec des tâches aussi bien domestiques que thérapeutiques, et le conflit va accélérer la professionnalisation du métier d'infirmière. Alors, cette exposition se déroule ici dans notre parcours temporaire qui fait 300 m². Nous allons déambuler d'espace en espace, découvrir, alors non pas la totalité des collections qui sont présentées, mais une très grande partie, et nous attarder sur certaines d'entre elles. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer la question est plus complexe que l'on pourrait, le sujet est plus complexe que l'on pourrait l'imaginer, et il faut pour cela avant tout quitter nos connaissances et nos référentiels d'aujourd'hui. Alors, les infirmières françaises pendant la Première Guerre mondiale forment un groupe très hétérogène avec différents statuts de soignantes. Le plus ancien, le moins connu sans doute, ce sont les infirmières religieuses. Alors, depuis le Moyen-Âge, ce sont les religieuses de congrégations différentes, comme les Augustines, comme les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, donc un ordre, une congrégation religieuse fondée au XVIIe siècle, ou d'autres, les Sœurs de Saint-Charles de Nancy, qui assuraient les soins auprès des populations souvent les plus indigentes, les plus pauvres, qui étaient prises en charge dans les hospices, les hôpitaux. Parce que les malades qui avaient les moyens se faisaient soigner chez eux à domicile avec des infirmières ou des gardes-malades. Alors, dans la deuxième partie du XIXe siècle, beaucoup de choses se passent dans le monde de l'hôpital. Et les infirmières religieuses, les soignantes religieuses, vont être petit à petit éloignées, repoussées de l'hôpital,
parce qu'il y a des mouvements de laïcisation dans la société française, notamment à partir des années 1870, une fois que la Troisième République est mise en place. Mais les religieuses qui s'occupent à la fois des soins spirituels et des soins du corps sont toujours présentes et toujours respectées. Et elles vont continuer à exercer leur travail pendant la guerre. Elles vont être à peu près entre 12 et 15 000 infirmières religieuses. Certaines ont été formées et d'autres ne le sont pas et apprennent au contact des plus anciennes. C'est des infirmières qui ont des pratiques de soins qui sont souvent transmises d'aînés à nouvelles recrues et qui, quelquefois, ne tiennent pas compte des évolutions et des connaissances qui bouleversent le monde médical dans la seconde moitié du XIXe siècle, et notamment la révolution pasteurienne. C'est pour ça que certains médecins, comme par exemple le docteur Bourneville à Paris, vont mettre en place des formations à destination d'infirmières qui sont issues des classes les plus modestes. Donc les écoles sont créées dans les années 1870, 1877 notamment. Elles sont destinées à des infirmières, à des jeunes femmes des classes les moins aisées, avec une volonté, une dimension de promotion sociale, c'est-à-dire on propose à ces jeunes filles un métier et un salaire. Alors les critères sont très précis d'âge, par exemple, il faut avoir entre 20 et 23 ans, ne pas être marié, avoir un certain niveau d'études et de connaissances. Donc il y a différents modèles de formation qui sont mis en place, certaines à l'initiative privée, comme l'école Anna Hamilton à Bordeaux, qui est créée en 1903, ou l'école de la Salpêtrière à Paris, qui est créée en 1907. Et après, il y a des écoles publiques, comme l'école du docteur Bourneville, en 1877. Donc, c'est plusieurs types de formation, avec plusieurs modèles de formation. Beaucoup s'inspirent des grands principes qui ont été donnés, édictés par l'infirmière britannique Florence Nightingale, qui s'est illustrée pendant la guerre de Crimée dans les années 1850 et qui a défini ce qu'était le métier d'infirmière et quelles étaient les tâches, les missions, les soins qu'elle devait pratiquer. Mais vous voyez que les formations sont quand même différentes d'une école à l'autre. Chacun est autonome dans le choix des cours, la manière dont ils sont proposés, mais tous alternent cours théoriques et formation pratique, stage. Donc ça, c'est un groupe d'infirmières qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas donner vraiment de chiffres, ou en tout cas, il n'y a jamais d'études de fond qui ont été faites, mais qui sont très appréciées par les médecins. Donc c'est des infirmières professionnelles et laïques. Une autre catégorie, ce sont les infirmières de la Croix-Rouge. Alors, les infirmières Croix-Rouge, c'est vraiment l'infirmière Croix-Rouge, c'est vraiment l'image, l'incarnation de l'infirmière de la Première Guerre mondiale. L'infirmière Croix-Rouge, donc la Croix-Rouge avait été créée en France, enfin, l'association de la Croix-Rouge avait été développée en France dans les années 1860, et elle s'organisait en 3 sociétés qui sont nées les unes après les autres. Par exemple, la plus connue et la plus importante en effectif, c'était la Société de secours aux blessés militaires, qu'on appelle SSBM ou SBM. C'est un terme que j'utiliserai à plusieurs occasions au moment de la découverte de l'exposition. Donc, elle avait été créée en 1864 et son recrutement était essentiellement aristocratique, donc des classes aisées et catholiques. Il y avait une forte empreinte du catholique dans les recrues SSBM. Il va y avoir des scissions parce que des différences des courants de pensée différents, et vont être créées ensuite l'association des dames françaises, qu'on appelle ADF,
et qui va avoir un recrutement plus dans les milieux politiques, les milieux de la finance. Et ensuite, à l'initiative, une nouvelle scission, à l'initiative d'Emma Kolcher, la création en 1880 de l'Union des femmes de France, l'UFF. Donc ces 3 sociétés sont sous l'égide de la Croix-Rouge, qui est la Croix-Rouge française, qui est elle-même sous la tutelle du service de santé aux armées qui dépend du ministère de la Guerre. Et par contrat, par convention, il était prévu que la Croix-Rouge devait, en cas de conflit, prendre à sa charge les soins pour les blessés militaires de guerre. Et c'est ce qui va se passer dès août 1914, puisque les femmes qui sont, les infirmières qui sont au sein de ces sociétés vont recevoir leur ordre de mobilisation. Et en plus, les 3 organisations vont faire face à un afflux massif de candidates qui souhaitent être et devenir infirmières. Alors la particularité de ces infirmières, c'est qu'elles sont bénévoles, elles ne sont pas payées. Donc c'est des femmes qui sont issues de milieux plus favorisés, qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre et qui sont souvent extrêmement patriotes et extrêmement volontaires. Donc je vous ai dit qu'il va y avoir un afflux d'effectifs assez important, notamment dans les premières semaines de la guerre, des femmes qui souhaitent participer à l'élan patriotique, et les effectifs vont croître de manière très très importante, ils vont doubler pour certaines associations, et cela souvent aux dépens de la formation. Donc les formations pour ces infirmières sont aussi différentes de celles des infirmières professionnelles, souvent beaucoup plus courtes. Par exemple, SBM, c'était les premiers niveaux de formation pour être infirmière auxiliaire, qui serait un peu l'équivalent de l'aide-soignante, c'était 4 mois de formation. Donc ça, c'est la catégorie la plus importante, qui forme les 2 tiers de la totalité des infirmières françaises engagées, donc à peu près 70 000 infirmières qui dépendent de la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, pour faire fonctionner son organisation, pour faire fonctionner ses effectifs, fait également appel à des personnels auxiliaires, par exemple les lingères, les visiteuses médicales, les soignantes qui ne sont pas encore infirmières mais en cours de formation, et également les quêteuses et les personnels administratifs. Donc c'est vraiment la catégorie la plus importante et la plus connue. Et enfin, un dernier statut pour les infirmières françaises, c'est celui d'infirmière militaire. Alors c'est une catégorie qui a été créée en mars 1916 par un décret ministériel, puisqu'il répondait à une difficulté du service de santé de trouver des infirmiers professionnels, enfin des infirmiers militaires, et les autorités militaires ont souhaité renforcer les effectifs en faisant appel à ces infirmières sur la base du volontariat, qui sont rémunérées et qui forment un groupe, un contingent de 5000 infirmières en 1918. Alors évidemment, ces infirmières de statut et d'organisation différentes ne se reconnaissent pas forcément entre elles. Il y a également de la concurrence dans les soins, même entre les associations de la Croix-Rouge, entre les types de formation, ce qui ne permet pas la création d'un corps professionnel constitué et l'identité unique d'une infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que la situation est finalement plus complexe que l'on pourrait se l'imaginer derrière l'image de l'ange blanc, l'infirmière ange blanc. En août 1914, donc quelques éléments de contexte historique, donc la guerre est déclarée et les autorités militaires sont extrêmement surprises par la gravité des blessures et par aussi
l'afflux important de blessés. Donc, il y avait eu des études et des prévisions qui avaient été faites avant la guerre. Le règlement du service de santé aux armées avait été modifié en 1911 pour tenir compte de ces études. Et puis, les prévisions vont complètement... et la masse de blessés, la gravité des blessures va être complètement... va dépasser toutes les prévisions les plus terribles et le service de santé ne va pas pouvoir prendre en charge dans les premières semaines l'ensemble des blessés. D'autant plus que la doctrine du service de santé à l'entrée en guerre était de ne pas soigner les blessés sur place, mais de les évacuer le plus rapidement possible pour qu'ils puissent recevoir des soins une fois qu'ils étaient plus loin du front. Mais les armées n'ont pas la capacité d'évacuer les milliers, centaines de milliers de blessés du début de la guerre, et certains vont mourir sur place faute d'avoir pu être soignés. Et on va également prendre en compte le fait que la nécessité impérieuse de soigner les blessés le plus rapidement possible pour les stabiliser, de manière à ensuite les évacuer vers les hôpitaux de l'arrière où ils peuvent ensuite être pris en charge. Donc, les organisations vont être modifiées, les protocoles de soins également, et les infirmières vont se retrouver partie prenante dans l'organisation de ces nouvelles structures sanitaires et également dans l'organisation et l'évolution de la chaîne de soins des blessés. Donc la Grande Guerre est marquée par des plaies importantes qui sont causées par les éclats d'obus. À peu près 2 blessures sur 3 sont causées par les éclats d'obus, des obus qui éclatent en centaines, milliers de morceaux, qui percent les chairs, qui déchiquetent les soldats et qui surtout, à une époque où il n'y a pas d'antibiotiques et où les plaies sont souillées, provoquent la gangrène, notamment la terrible gangrène gazeuse. Et un soldat qui a la gangrène, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amputer. Et un soldat qui est amputé, c'est un soldat qui ne retournera pas combattre, qui ne redeviendra pas un combattant. Donc, un des enjeux, c'est d'éviter les amputations et de pouvoir, après une période de prise en charge et de soins, faire en sorte que le combattant blessé puisse retourner sur le front. Donc, une des pathologies un des problèmes les plus importants, c'est la prise en charge de ces gangrènes. Il y a d'autres pathologies qui sont liées aux conditions de combat, aux conditions de vie des hommes aussi. Par exemple, la promiscuité dans les tranchées, le froid, la vie en extérieur provoquent une augmentation des cas de maladies infectieuses, notamment la tuberculose, le typhus, des soldats qui doivent être et des malades qui doivent être isolés. On a également des pathologies qui sont propres à la vie des hommes dans les tranchées où il fait froid, des engelures, des brûlures par le froid comme les pieds de tranchée ou les mains de tranchée. Donc ça, c'est des nouvelles pathologies qui apparaissent à la faveur de cette nouvelle forme de guerre, la guerre des tranchées. Et les protocoles de soins évoluent de fait. Le front va également être mondial, va devenir mondial. Il y a des fronts qui s'ouvrent à Salonique, par exemple, qu'on appelle le front d'Orient. Et donc, nouveaux fronts, nouvelles zones géographiques, nouveaux problèmes sanitaires. Par exemple, sur le front d'Orient, on a le problème du paludisme. Donc, tout ça impose des modifications dans le travail des infirmières. Alors, l'image que l'on connaît, que l'on a du travail des infirmières, c'est dans l'iconographie de la Première Guerre mondiale, c'est cette partie-là. Donc, sur cette data visualisation, on a une présentation des soins prodigués par les infirmières. Donc, ce que l'on connaît, ce que l'on voit dans les imageries, c'est les soins relationnels et éducatifs. Donc, les infirmières, par exemple, qui aident
qui promènent les blessés à l'extérieur, qui font des animations et des activités dans les hôpitaux pour occuper le temps du blessé, qui font la lecture, qui aident à écrire le courrier. Et ce qu'on voulait au musée de la Grande Guerre, c'était vraiment insister sur le fait que ces femmes vont pratiquer des soins techniques directs sur les blessés qui sont de différentes sortes. Alors, je vais en détailler quelques-uns. Alors, il faut aussi se remettre dans cette période, le contexte de cette période. On est dans une période d'évolution majeure de prise en charge des blessés à la faveur de la guerre. Et la médecine va devenir scientifique, va devenir technique. Les soins sont plus efficaces, mais aussi plus complexes. Et ce qui entraîne la pratique de soins infirmiers qui se spécialisent. Un exemple, c'est l'anesthésie et les préparations d'avant-opération, le bloc opératoire. Alors, à cette période, donc l'anesthésie en est à ses débuts, c'est pas ses balbutiements, mais c'est ses débuts, et c'est un champ qui n'a pas encore été investi par les médecins. Ce sont les infirmières qui pratiquent les anesthésies avant opération, par exemple avec ce type de matériel. Donc, c'est un masque d'anesthésie d'ombre d'âne qui nous a été prêté par le musée du service de santé aux armées. Donc, il avait été conçu, imaginé par un chirurgien français qui s'appelait Louis d'Ombredane pour réaliser les anesthésies par inhalation de chloroforme. C'est un masque d'un fonctionnement qui semble relativement simple et qui sera utilisé jusque la Seconde Guerre mondiale par les infirmières. Les infirmières réalisent aussi, quand je vous parle de nouveaux soins, par exemple l'irrigation Carrel-Daquin. Donc, les plaies ouvertes, les plaies bléantes, causées notamment par les morceaux d'obus, les éclats d'obus, à une époque où les antibiotiques ne sont pas connus, nécessitent des traitements antiseptiques rapides et continus. Le docteur Carrel, qui exerce au théâtre du Rond-Royal à Compiègne, va développer une technique pour limiter les infections par injection continue d'un liquide désinfectant qu'on appelle le Daquin. Donc, il va définir un protocole et en cela, il va être aidé par sa femme qui est infirmière dans le même hôpital. Alors, c'est une technique qui est très efficace. J'ai lu dans certains témoignages que les soignants considèrent que c'est une évolution aussi importante dans la prise en charge des blessés de guerre que la découverte des antibiotiques et l'usage des antibiotiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais simplement, ça demande des soins importants et surtout continus, puisqu'il faut irriguer la plaie jour et nuit et renouveler fréquemment le sérum ainsi que la chaîne d'irrigation. Et ce sont des soins qui sont pratiqués par les infirmières. Un autre exemple, c'est la radiologie, la radiographie, donc qui est mise en place et utilisée notamment à l'initiative de Marie Curie, qui va se rapprocher du service de santé aux armées pour proposer avec la radiologie d'améliorer la localisation des éclats d'obus, l'exploration des traumas, notamment dans des structures mobiles qui vont être relativement proches du front, qu'on va appeler les petites curies, dans lesquelles vont exercer des infirmières. Et Marie Curie va également former des infirmières en radiologie. Donc, c'est une des spécialités médicales qui se met en place et qui se structure pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, les infirmières réalisent des soins habituels auprès des malades, que ce soit les toilettes, les changements de pansement, les changements de literie. Elles vérifient l'alimentation, les prises alimentaires, l'hydratation des blessés. Quelque chose qui pèse beaucoup sur les infirmières, c'est la stérilisation des matériels. On a voulu l'illustrer avec la présentation de cette autoclave. Donc,
dans la seconde partie du XIXe siècle. Pasteur a établi ses théories sur les microbes, la diffusion des microbes, des bactéries, et on a pris conscience de la nécessité de stériliser aussi bien les matériels que les éléments de soins, que les mains des soignants. Et donc, à une époque où le matériel à usage unique n'existe pas, tout ce qui est utilisé par les médecins ou par les infirmières, que ce soit les chants, les draps, les pansements, les matériels de petite chirurgie, tout doit être stérilisé. Donc, il y a différentes méthodes à chaud, avec ce type de matériel, autoclave, ou alors par le froid, avec des matériels, des autoclaves Poupinel. Les soins infirmiers sont présentés au travers une sélection d'une 25 estampes d'une artiste qui s'appelait Olga Bing, qui était peintre mais également infirmière. Elle a exercé dans un hôpital du XVIIe siècle. Donc on a ces estampes qui sont issues d'un album qui s'appelle Gestes d'infirmière, et donc dans lequel elle présente les soins qu'elle peut réaliser, des soins plus traditionnels, comme par exemple les ventouses, qui étaient déjà employées plusieurs siècles auparavant, ou alors des pansements au visage sur gueule cassée. On va continuer la découverte de l'exposition par la présentation du portrait d'une infirmière. Donc, on a souhaité, au moment de la conception de l'exposition, aller plus loin dans la présentation de ces histoires de femmes, de soignantes dans le conflit, en racontant véritablement le parcours de 8 d'entre elles dans l'exposition. Et le premier, c'est celui de Sœur Julie, donc une religieuse. Sœur Julie qui exerçait aux hospices de la congrégation des Sœurs de Saint-Charles à Nancy, et ensuite elle a dirigé un hospice à Gerbévilliers en Lorraine. C'est vraiment l'exemple caractéristique de ces soignantes qui, tout en continuant à s'occuper de leurs blessés, de leurs malades dans les hospices, va se retrouver confrontée à l'ennemi, à l'allemand, qui progresse en France. Pour rappel, les armées allemandes ont pénétré en Belgique, ont pénétré dans l'est de la France, et en moins d'un mois, elles vont se retrouver aux portes de Paris. Et dans ces régions, certains ne peuvent pas fuir ou choisissent de rester, et dans les hôpitaux, il n'était pas possible d'évacuer les malades qui s'y trouvaient. Donc, Sœur Julie, en août 1914, lorsque les Allemands arrivent dans sa ville de Gerbévilliers, elle va leur refuser l'accès à l'hospice. Les Allemands voulaient rentrer pour vérifier qu'il n'y avait pas de francs-tireurs ennemis, et elle va leur refuser l'accès en leur disant qu'elle a une mission qui n'est pas concernée par l'effet de guerre. Elle a pour mission de s'occuper de ses blessés et aussi d'accueillir les blessés militaires, qu'ils soient français ou allemands. Donc c'est une figure qui va être extrêmement utilisée par la propagande française. On va retrouver son image dans des cartes postales, par exemple ici, et même dans ce numéro de la revue J'ai vu, où on voit Sœur Julie qui est présentée ici comme un symbole de l'union sacrée de 1914, puisqu'elle est à côté de l'homme politique Émile Combes. Donc c'était un politique français qui avait été à l'initiative de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, et qui était connu pour son anticléricalisme. Donc voilà le portrait de Sœur Julie. Dans cet espace, on évoque la formation des infirmières. Donc, je vous ai indiqué qu'elles avaient des formations, des niveaux de formation et des niveaux de qualification extrêmement différents. On présente ici quelques petits livrets de formation qui étaient destinés aux infirmières de la Société de secours aux blessés militaires, la SSBM.
donc qui concerne les premiers secours en cas d'accident. On a également des dictionnaires destinés à ces infirmières qui ont pu intervenir sur des territoires extérieurs, notamment avant la guerre. Donc il y a eu une catastrophe en Italie en 1909. Des infirmières de la SBM sont intervenues, donc elles ont les mots-clés du vocabulaire médical. Ce qui est rappelé, et ce qui est important que moi je vous rappelle, c'est que ces manuels indiquent bien que le rôle de l'infirmière est d'aider le médecin, mais aider le médecin dans sa tâche, mais surtout pas de se substituer à lui et de prendre des initiatives. Et ça, c'était une crainte de certains médecins avant la guerre, hein, c'était que les infirmières acquièrent trop d'indépendance et trop d'autonomie. Ce qui est intéressant de rappeler également, c'est que ces formations qui sont foisonnantes, qui sont différentes, elles sont quelquefois jugées incontrôlables. Cependant, il n'y a pas d'harmonisation qui va être mise en place pendant le conflit. Et surtout que beaucoup d'infirmières vont découvrir l'hôpital, le monde de l'hôpital, la prise en charge des blessés vraiment sur le terrain, sur le moment, et qu'elles vont faire preuve de débrouillardise, d'organisation, de sens pratique, et que certaines vont apprendre de manière empirique, les plus jeunes au contact des plus expérimentés. Dans cette vitrine, on présente quelques objets qui ont pu être utilisés par les infirmières. À titre d'exemple, cet appareil qui était employé pour enrouler les bandages et que l'on redécouvre ici, sous forme d'objets à toucher. Donc, dans le parcours de visite, vous avez 5 objets à toucher, à manipuler, à découvrir, qui reprennent un des objets exposés en vitrine, et chacun de ces objets reproduits en facsimilé est audio décrit, c'est-à-dire qu'on a dans une séquence qui dure à peu près 2 minutes une audio description pour les personnes qui le souhaitent de l'objet, de son usage, de son emploi. Alors, je vous ai expliqué que la guerre était marquée par la recrudescence des maladies infectieuses. Alors, la tuberculose, hein, c'était un enjeu sanitaire bien avant le conflit, et ça l'est encore aujourd'hui dans certains endroits du monde. Et c'était une maladie qui était souvent mal considérée, puisqu'elle était favorisée par des causes sociales, hein. Sa diffusion pouvait être accélérée par les conditions sociales, l'insalubrité, la promiscuité, la pauvreté. La mortalité tuberculeuse augmente au début du conflit, hein, au cours de l'hiver 14-15, jusqu'à mettre en péril les effectifs des armées. C'est pour ça que le service de santé va mettre en place des mesures, notamment créer des sanatoriums dans lesquels sont regroupés les blessés de la tuberculose. Et c'est vraiment ce qu'on affirme ici, c'est que ces soldats qui étaient mal considérés, mal vus, pas au même titre qu'un blessé de la guerre, eh bien, sont véritablement des victimes du conflit, ce sont des blessés de la tuberculose. Et c'était aussi une manière d'encourager les infirmières à s'occuper d'eux, parce que c'était sans doute moins valorisant pour une infirmière de soigner un malade de la tuberculose que de soigner un grand invalide. La prise en charge des malades de la tuberculose va ensuite être faite par un certain nombre d'associations et d'organismes américains, notamment la Fondation Rockefeller, qui va mettre beaucoup de moyens pour s'occuper de ces malades. Dans cette vitrine, je voudrais vous parler du financement de cette chaîne de soins, qui est donc réalisée essentiellement par la Croix-Rouge, enfin en tout cas pour une grande partie par la Croix-Rouge, qui doit faire face à des dépenses véritablement considérables. Et un journaliste de l'époque indique que pour soigner un blessé dans un hôpital auxiliaire, cela coûte 4 francs par jour à la Croix-Rouge. Sur cette somme, l'État finance 1 franc.
Donc, charge à la Croix-Rouge de trouver 3 francs pour alimenter ces caisses. Et pour cela, des quêtes vont être mises en place. Donc, vous avez un tronc de quête de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, comme encore aujourd'hui, va vendre des timbres. Là, c'est un ensemble de 20 timbres, un carnet de 20 timbres qui a été diffusé, qui a été vendu par l'Association des Dames françaises. Ou alors, ce sont des produits à l'effigie de la Croix-Rouge, comme cette sculpture qui représente une infirmière qui découpe une tranche de pain et qui était vendue 145 francs dans cette version en 25 cm par la Société de secours aux blessés militaires. Alors, nous allons rejoindre l'espace suivant, où on évoque les différents environnements de pratique, en passant par un autre portrait d'infirmière, celui d'une jeune femme qui s'appelait Séraphine Pommier, qui avait été élevée par son oncle maternel. Elle avait été orpheline très très jeune. Elle était issue d'une famille... d'une bonne famille. Elle avait reçu une très bonne éducation et elle avait passé ses années de vingtaine en faisant différents voyages en Europe ou alors des pèlerinages à Lourdes. Elle était très investie dans la vie de sa paroisse. En 1914, elle a 31 ans et elle est patriote et elle souhaite servir son pays. Donc, elle va devenir infirmière auxiliaire. Et pendant tout le temps où elle va être infirmière auxiliaire, puis à partir de 1917, infirmière à part entière, elle va tenir des carnets, donc une série de 16 cahiers dans lesquels, chaque jour, elle raconte ce à quoi elle est confrontée. Elle raconte aussi des anecdotes sur les blessés qu'elle soigne, sur la vie de l'hôpital, les concerts caritatifs, l'accueil des prisonniers, les trains de réfugiés, la pharmacopée, ce qu'elle utilise comme produit. Et tout ça sans se lasser, de manière régulière entre septembre 14 et le 28 décembre 1918, des carnets qu'elle va illustrer avec des dessins qu'elle fait. Elle représente ses blessés ou alors des photos de groupe où on la voit avec ses collègues infirmières ou médecins et des blessés qu'elle soigne. Donc, elle va servir comme infirmière dans une école à Lyon, le lycée de garçons Ozanam de Lyon, jusqu'en décembre 1918. Alors, j'ai déjà évoqué de manière succincte les différents lieux où pouvaient exercer les infirmières. Le plus connu, c'est l'hôpital auxiliaire. Donc, ce sont les différents hôpitaux qui sont créés, mis en place par la Croix-Rouge dans les grands hôtels, dans les châteaux, dans les écoles, et où travaillent les infirmières de la Croix-Rouge, des 3 sociétés. Certains vont même se spécialiser, par exemple, dans la prise en charge des grands brûlés ou alors dans la rééducation pour les polytraumatisés. Souvent, c'était sur les côtes françaises, en Bretagne, ou alors pour les tuberculeux ou les grands brûlés. On retrouve également des infirmières dans des foyers de réfugiés. Donc, c'est des actions qui se rapprochent de l'aide humanitaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et dans ces foyers, souvent proches des gares, les infirmières accueillent, donnent du linge, donnent des soins ou donnent de la nourriture aux populations qui ont fui les territoires qui ont été envahis par les ennemis. Dans cette représentation, on voit les différentes structures sanitaires, les différentes formations sanitaires qui accueillent et font travailler les infirmières du front jusqu'à l'arrière dans les hôpitaux auxiliaires. Donc, on retrouve les infirmières. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'au fur et à mesure que la guerre s'enlise, au fur et à mesure que le front est de plus en plus stable, les infirmières vont peu à peu se rapprocher du front, des premières lignes, même si elles n'y seront jamais présentes, mais elles se rapprochent petit à petit des premières lignes et de la zone des armées. On trouve par exemple des infirmières dans les
autochires. Alors les autochires, ça répond aux besoins de traitement immédiat des blessés, de prise en charge des blessés. Donc c'est des unités chirurgicales mobiles qui sont proches des premières lignes et qui permettent d'opérer rapidement. Donc des infirmières, plus de 800 infirmières vont se servir dans ces structures et plus de 80 vont perdre la vie puisque là, ce sont des zones qui sont soumises au bombardement, aux conditions de vie intenses dues à la proximité du front. On retrouve des infirmières dans les navires hôpitaux qui évacuent les blessés par voie maritime, donc en Méditerranée, mais également en mer du Nord, des navires qui étaient souvent signalés par une Croix-Rouge, mais certains ont été, malgré tout, malgré les conventions internationales de neutralité, certains ont été coulés et des infirmières ont péri dans des navires hôpitaux. On retrouve les infirmières dans les trains sanitaires qui évacuent les blessés du front vers l'arrière, sur tout le territoire de la métropole. Des infirmières dans les infirmeries de gare. Donc là, selon le règlement militaire, les infirmières sur le trajet des trains sanitaires avaient 1 heure pour prendre en charge les blessés, donc les nourrir, leur faire certains soins, mais elles ne pouvaient pas, le règlement interdisait de changer les pansements. Des blessés sont également évacués par péniche, donc sur un axe Bar-le-Duc-Lyon. Et ces péniches, on trouve des infirmières dans ces péniches, des infirmières de l'Union des femmes françaises. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que le nombre de structures sanitaires va exploser. On a à peu près 700 hôpitaux qui sont gérés par la Croix-Rouge en 1914. En 1918, on en a plus de 1400. Et les hôpitaux accueillent également plus de malades, puisque en 1914, c'est à peu près 50 blessés par structure sanitaire, c'est 83 en 1918. Donc les infirmières sont présentes dans différentes, participent à la quasi-totalité des étapes de la chaîne de secours, puis de la chaîne de soins. Dans cette séquence, on évoque les relations entre les infirmières et les blessés. Alors, les infirmières ont évidemment une image très valorisée dans l'esprit des soldats. C'est la belle dame blanche de l'hôpital, c'est l'ange blanc, c'est une figure qui symbolise le réconfort pour des hommes qui vivent dans un milieu extrêmement brutal et difficile. Pour eux, l'hôpital et l'infirmière, c'est un peu l'Eldorado. Il faut imaginer que les femmes qui exercent ces métiers d'infirmière sont souvent assez jeunes. Une des motivations, ça pouvait être, une des motivations pour les jeunes femmes pour devenir infirmière, ça pouvait être le désir de s'émanciper, d'être présente, d'exister par le métier, mais tout en restant respectable. Pour une jeune fille du monde, de l'aristocratie, être infirmière, c'était rester respectable, même si on n'était pas marié. Et donc, soit des très jeunes, soit des femmes qui ne se sont pas mariées, des célibataires, ou alors des femmes un peu plus âgées, puisqu'évidemment, quand on avait une famille ou des enfants, c'était impossible d'être infirmière. Donc l'image de l'infirmière se retrouve comme l'ange blanc, mais il faut imaginer que pour ces jeunes filles qui ont été élevées dans les conventions sociales, dans la pudeur des corps, dans une certaine forme de retrait, eh bien, elles vont découvrir de manière très brutale les corps des hommes nus, blessés, mutilés. Et donc c'est aussi quelque chose c'est un choc, c'est véritablement un choc, et c'est quelque chose qu'elles doivent appréhender, qu'elles doivent s'approprier. Il faut signaler que même s'il y a une certaine mixité qui peut s'installer, des infirmières qui découvrent des soldats originaires
d'autres pays ou de territoires extra-métropolitains ou d'autres origines sociales, on reste quand même relativement dans une certaine endogamie, c'est-à-dire que les officiers sont soignés dans des hôpitaux d'officiers et les soldats sont soignés dans des hôpitaux où la promixité est un peu plus importante. Donc, il y a des rapprochements qui ont pu être faits. Il y a des liens aussi qui peuvent se créer. Beaucoup d'infirmières garderont des liens avec leurs blessés. Il y a même eu quelquefois des mariages célébrés entre infirmières et soldats, parfois gravement mutilés. Ça pouvait être valorisant pour une jeune femme. C'était du jusqu'au boutisme de la charité chrétienne d'épouser son grand blessé. On n'a pas forcément de chiffres. Là, vous avez par exemple la photographie de mariage de monsieur et madame Gervais. Et une inscription au verso nous indique que le 25 avril 1916, ce grand blessé de la guerre s'est uni à son infirmière. Alors, nous allons rejoindre la partie où l'on présente la tenue des infirmières. Alors, la tenue, c'est vraiment très important parce que c'est un élément d'identification, un élément de reconnaissance et aussi un élément de fierté pour les infirmières de porter cette tenue. Et d'ailleurs, dans les premières semaines du conflit, il est tellement populaire que le législateur va être obligé d'en réglementer le port par un arrêté ministériel en mars 1915 qui dit que cette tenue d'infirmière est considérée comme un uniforme. Donc ça donne véritablement la dimension de l'engagement et qu'il est réservé exclusivement aux infirmières, puisque c'est des tenues que l'on pouvait trouver soit dans les grands magasins parisiens, on pouvait les acheter là, ou alors on pouvait également se les faire fabriquer. Et des patrons pour tenues d'infirmières sont diffusés dans la presse féminine. Donc la tenue, il y a la tenue d'hôpital et il y a la tenue de sortie. La tenue d'hôpital, c'est une blouse blanche recouverte par un tablier sur lequel souvent on a l'indication de la Croix-Rouge. Et la tenue de sortie, c'est cette grande cape de couleur de teinte bleu sombre, bleu. Une des infirmières, Léonie Bonnet, parle de sa cape comme d'une cape couleur d'artilleur, puisque c'est la même teinte que les tenues des soldats qui sont versés dans l'artillerie. Et souvent, cette cape est complétée par une pièce de tissu blanche sur laquelle apparaît les initiales de la société auquel appartient l'infirmière en question. Le voile blanc, ça c'est vraiment l'identifiant, le marqueur de l'infirmière. C'est utilisé pour des raisons d'hygiène, notamment pour éviter que les cheveux soient gênants au moment des soins, mais aussi par pudeur, puisque beaucoup de femmes à cette période-là se couvrent les cheveux. C'était plutôt, ça pouvait être mal vu d'avoir les cheveux libres. Donc c'est une manière de cacher ses cheveux. Et en sortie, on avait ce voile. Donc là, celui-ci, il est en soie, un voile d'infirmière orné d'une croix rouge et de teinte bleue. Certaines des associations de la Croix-Rouge vont même donner ce type de sac, donc on appelle sac de mobilisation pour infirmières, qui était fourni par les sociétés de la Croix-Rouge et qui pouvait être utilisé pour contenir soit les effets de l'hôpital ou le nécessaire de sortie. Donc là, vous avez vraiment une tenue de sortie. Et là, vous avez une tenue d'infirmière, une tenue d'hôpital. Donc on retrouve les éléments, la blouse, le tablier et le voile. Celui-ci, cette tenue a appartenu à une infirmière qui s'appelait Louise Daniel et qui a exercé dans un hôpital auxiliaire à Brest. Donc c'est une tenue qui nous est arrivée par Ondon. On découvre
dans cette séquence 3 portraits d'infirmières, le principal étant celui de l'infirmière des collections du musée de la Grande Guerre qui s'appelle Sidonie Poquet, pour lesquelles on présente la tenue complète, ainsi que dans les vitrines qui sont à côté, plusieurs documents d'archives, notamment son livret militaire, pas son livret militaire, son livret d'infirmière. Donc chaque infirmière possédait un livret d'infirmière dans lequel étaient notées des informations sur son état civil et ensuite sa formation et des appréciations de ses différents chefs de service. Donc c'est un document qui la suivait, qui était propre à chaque association de la Croix-Rouge. Alors il en existe plein de modèles de différents types, mais chaque association avait le sien. Et c'était c'est des documents qui sont très riches en documentation et qui étaient propres à chaque infirmière et qui lui permettaient de justifier de sa qualité aussi quand elle n'avait pas sa carte d'identité d'infirmière et de pouvoir porter le brassard de neutralité, donc le brassard blanc à Croix-Rouge. Un autre portrait, c'est celui d'Élisabeth de Belgique. Donc Élisabeth était la reine de Belgique depuis 1909. Elle avait épousé Albert de Belgique. C'était une princesse allemande. Et quand son pays neutre va être envahi par les Allemands, elle va se ranger auprès de son époux. Et le couple, avec leurs enfants, va rester sur un petit territoire près de la côte qui va être non occupé par l'Allemagne, le reste du pays l'étant. Et elle va petit à petit s'investir dans un hôpital qui s'appelait l'hôpital L'Océan à La Panne, qui avait été installé dans un ancien hôtel. D'abord, elle va aider à sa mise en place, à son organisation, notamment avec le docteur de Pagne, qui était le médecin de la famille royale. Et puis, elle va petit à petit participer aux soins. La difficulté pour les soignants étant de lui donner les consignes et les tâches à faire sans lui donner des ordres. Donc c'est une figure qui va être véritablement très exploitée par la propagande et Élisabeth devient la reine infirmière. Ce qui nous amène à cet espace qui est consacré à l'image, à la représentation de l'infirmière. Comme je vous le disais, l'infirmière, c'est vraiment l'archétype de la femme française qui est mobilisée au service de l'effort de guerre et elle inspire les illustrateurs, elle inspire la presse, elle inspire la propagande. Et donc, on la retrouve sur différents supports avec des images très stéréotypées. Donc, par exemple, on a l'infirmière un peu plus âgée qui a une figure un peu de matrone que l'on retrouve dans cette estampe de Henri Desbarbieux, donc avec un visage très sévère et qui s'apprête ici à prendre la température du blessé. Donc ça, c'est une des facettes de l'image d'infirmière, mais on en a d'autres. Sans doute la plus présente, c'est l'image de l'infirmière jeune, jolie, avenante, quelquefois même un peu légère, comme dans cette série de cartes postales de l'illustrateur Xavier Saget, où on voit par exemple un groupe d'infirmières qui pouponnent, 5 infirmières qui sont en train de pouponner un blessé, ou alors celle-ci dont le titre est « La plus grave blessure n'est pas celle que l'on pense ». Alors, il y a vraiment des jeux de mots aussi, puisque « pense » s'écrit P-A-N-S-E. Donc là, c'est l'infirmière qui, par sa beauté, son caractère avenant, est présentée dans une attitude plus romantique dans sa relation avec le blessé soigné. C'est la petite fiancée, la cajoleuse, l'infirmière qui est jeune, qui est ingénue, et qui se fait aimer de ses blessés malgré elle, qui provoque même soit la plus terrible blessure, c'est une thématique qu'on retrouve souvent dans la presse de l'époque, la plus grande blessure ou la double blessure, la blessure du corps et puis celle du cœur.
Et la plus grande blessure, c'est la blessure du cœur, qui est la plus terrible à vivre pour les combattants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes, même les femmes illustratrices, participent de la diffusion de ces images très normatives. Par exemple, dans cette série de cartes postales de l'infirmière Marthe Bull, eh bien, on a des images types de l'infirmière. Ici, c'est l'infirmière qui est la bonne fille. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Là, c'est la diplômée. Donc, on voit qu'elle a du matériel de la pharmacopée. Donc, elle est plus professionnelle. Et puis ici, c'est l'ingénue. Donc, celle qui est un peu gentille. Donc, les portraits sont présents partout. On a cette belle peinture qui nous a été prêtée par le musée franco-américain de Blérancourt, donc laquelle on voit l'image de l'infirmière Mademoiselle Dufief, qui est représentée dans toute sa splendeur avec les différents éléments caractéristiques de la tenue de l'infirmière, la cape, le voile, et sur un fond de ruines. Mais on trouve l'infirmière, par exemple, même dans cette boîte de bobines de fil. Donc, c'est une boîte qui était diffusée, vendue à l'époque. Et sur le couvercle, on a une infirmière qui est au chevet d'un blessé. Alors, elle n'est pas en train de le soigner, elle n'est pas en train de faire des soins, mais elle est en train de coudre la médaille du soldat sur sa tunique, sur la veste de son uniforme. On retrouve également l'infirmière dans la carte postale. Par exemple, là, on a l'agrandissement d'une carte postale. Alors, c'est l'image de l'infirmière, mais évidemment, c'était des séries qui étaient faites en grand nombre avec différentes postures et différentes attitudes. Et les deux personnages étaient des comédiens. Un autre exemple, c'est celui de ce journal, cette revue mensuelle qu'on appelle La Baïonnette. Celui-ci est consacré aux infirmières. Et alors, si on feuillette la reproduction de cet album, dont on a l'original ici, on découvre que toutes les infirmières sont vraiment très, très jolies. Voire même, c'est un peu des modeuses, puisqu'on parle de leur tenue et des attitudes, des différentes attitudes qu'elles peuvent avoir auprès des blessés. Donc, on leur reconnaît le dévouement, la charité, la compassion, mais on parle très, très peu de leur qualité professionnelle. Et elles sont infirmières, elles restent femmes avec des stéréotypes, des défauts qu'on peut attribuer aux femmes. Par exemple, celle-ci, une infirmière qui est très courageuse, où l'héroïsme redevient femme. Donc, elle est infirmière, elle soigne des blessés, mais quand elle voit une toute petite souris, elle redevient une femme à part entière. Elle dit « J'ai vu la bataille de la Marne, mais ça, je ne peux pas supporter la souris ». Des estampes également, où on retrouve ces mêmes images. Et c'est pour ça qu'on a voulu présenter en contraste l'agrandissement d'une photo d'une infirmière que l'on retrouve dans un album photographique des collections du musée, et où on a une figure un peu différente, beaucoup plus moderne, on pourrait dire moderne dans son attitude, une infirmière avec un regard bien planté dans les yeux du photographe, avec des cernes on sent qu'elle est fatiguée, elle fume, et une attitude un peu plus désinvolte. Donc, on a mis en opposition avec l'iconographie traditionnelle de l'infirmière, et très normative. Et d'ailleurs, dans les discours de mobilisation patriotique, où on retrouve cette figure d'infirmière, c'est des discours qui sont adressés également aux plus jeunes, aux jeunes filles, qui sont invitées, les fillettes, les enfants, à prendre exemple sur leurs aînés et par le jeu, s'occuper des blessés. Donc, les enfants peuvent s'acheter ce type de panoplie d'infirmière pour petites filles. On retrouve la cape, on retrouve même la médaille de la Légion d'honneur.
Elles peuvent également faire fabriquer leur tenue d'infirmière. Là, c'est le journal La Semaine de Suzette, qui était un hebdomadaire destiné aux petites filles et qui était destiné à leur apprendre à coudre et qui proposait des patrons de couture. Et on retrouve également ces photographies studio de fillettes qui sont représentées en tenue d'infirmière. Ces petites infirmières, à l'image des petites Poulbeau, on les retrouve également dans les cartes postales de cette série Mon cher blessé, qui a été dessinée par Geneviève Hennet-Goutel. Alors Geneviève Hennet-Goutel, elle fait l'objet du portrait de cette séquence. Donc elle est issue d'une famille aristocratique, très versée dans les arts. Elle a une personnalité très très indépendante et elle fréquente les salons, la bonne société parisienne. Elle est amie avec Marcel Proust et elle aime le dessin. Donc avant la guerre, elle fait des affiches, elle illustre des catalogues. En 1913, elle entreprend une formation d'infirmière à la Croix-Rouge et elle va obtenir son diplôme. Quand la guerre débute, elle exerce d'abord à l'hôpital de Laval, puis à partir d'octobre 1915 à celui de Nevers. Elle a un tempérament aventureux et donc elle va rejoindre une mission militaire, la mission militaire Berthelot, à destination de la Roumanie. Donc c'est une mission qui vise à aider, soutenir les armées roumaines qui viennent de rentrer en guerre du côté des Alliés. Donc l'équipe sanitaire, mais aussi l'équipe militaire rejoignent la Roumanie en passant par la Scandinavie, par la Russie, pour éviter de traverser la Méditerranée. Et elle va découvrir l'hôpital de Bucarest, elle va côtoyer la reine Marie de Roumanie, à qui elle va donner des conseils. Mais devant l'avancée des troupes ennemies, l'équipe médicale va devoir fuir et se réfugier dans la forêt, réorganiser un hôpital dans un manoir désaffecté. Et donc là, elle va se retrouver confrontée à devoir faire des tâches ingrates. Elle va devoir affronter des soldats qui sont réduits au banditisme. Très clairement, elle va se poser des questions sur le sens de son engagement, sur pourquoi elle est là. Mais l'équipe reste soudée, donc elle continue à écrire à sa famille. Et avec l'hiver, le typhus va arriver à l'hôpital et elle va en mourir en mars 1917. Donc sa mort va marquer les esprits, en France notamment. Et sa sœur Marguerite, qui était très attachée au souvenir de son aîné, va réaliser un album, plusieurs albums même, dans lequel elle compile les différents souvenirs, les lettres, les courriers, les photographies de sa sœur Geneviève Hennet-Goutel. On rejoint la séquence consacrée à la reconnaissance de ce travail d'infirmière. En parallèle, on a une évocation de la structure et l'organisation des personnels Croix-Rouge. Alors, pour leur travail, les infirmières peuvent se voir attribuer différentes décorations, comme la Légion d'honneur, comme la Croix de guerre, comme la médaille de la reconnaissance française. On a par exemple ici le diplôme attaché à la médaille de la reconnaissance française attribué à Claire Larue, une infirmière qui avait été prisonnière, envoyée en Allemagne et une fois libérée, avait rejoint un hôpital qui prenait en charge les grands brûlés. C'est une médaille qui est très très rare. Et à partir de 1917, les sociétés de la Croix-Rouge vont mettre en place des reconnaissances qui s'expriment sous la forme de diplômes, d'attestations qui sont liées à des médailles. Donc, en fonction du grade, en fonction des années de service, on a une médaille en bronze quand on a 1 an de service et ça va jusqu'à une médaille en vermeil pour 4 années de service.
Les différentes reconnaissances s'expriment sous la forme de citations. Donc, on a cet album de citations de l'Union des femmes françaises, dont on retrouve ici un agrandissement. Et donc, on a en quelque sorte les hauts faits des infirmières, leurs faits d'armes, leurs actions, où on retrouve malgré tout des formules un peu types qui donne à figer, qui fige en fait l'image de cette infirmière comme une femme dévouée. Par exemple, celle-ci, enfin, ces deux demoiselles là, continuent à exercer leur service dans un point où tombaient les projectiles afin de porter secours aux blessés qu'elles ont soignés et transportés sans aucun souci des obus qui tombaient autour d'elles, faisant preuve d'un courage tranquille et souriant. Alors, je vous ai expliqué que l'exposition était consacrée aux infirmières françaises. On a un aparté sur les infirmières d'autres nationalités avec la présentation de ces tenues donc pour une infirmière américaine, une infirmière britannique et une infirmière allemande, des tenues différentes. Ce qu'on peut dire de manière simple, c'est que les pays anglo-saxons ont des infirmières qui sont mieux formées, qui sont mieux reconnues. Par exemple, dans les armées canadiennes, les infirmières ont déjà un statut d'infirmier avec une solde et qu'il va y avoir des échanges, des échanges de compétences aussi en fonction des lieux d'activité. Certaines vont pouvoir se côtoyer. Ce que la guerre va révéler et va affirmer, c'est la nécessité pour tous les pays d'avoir des infirmières formées et que les infirmières ne sont pas simplement là pour accomplir des tâches domestiques, mais aussi des tâches thérapeutiques. Alors, nous approchons de la fin de la découverte du parcours de visite. On va rejoindre, alors pas la toute fin de l'exposition, mais un espace qui est proche de la fin de l'exposition. Et j'aurai l'occasion de répondre aux questions que vous pourrez me poser. Alors, dans cette salle, on propose aux visiteurs de prendre la pose à la manière des portraits d'infirmières. C'était un grand classique pour les infirmières de se faire photographier tout ensemble, ou alors avec les autres soignants, ou alors avec leurs blessés. On a des nombreux portraits, on en présente quelques-uns ici, de groupes d'infirmières. Donc les visiteurs sont invités à rejoindre ce groupe déjà existant et à se prendre en photo avec un miroir, soit tout seul en selfie, soit en groupe, et surtout à partager la photo avec le hashtag Expo Infirmière 14-18. On a ensuite deux espaces, un espace de questions-réponses pour voir et pour interroger les visiteurs sur les notions qui ont été transmises dans l'exposition, et le dernier espace de conclusion nous présente un album souvenir qui a été réalisé, un album mémoriel avec le nom de toutes les infirmières des pays alliés qui sont mortes pendant le conflit. Voilà, nous arrivons au terme de la découverte, et puis ma collègue va vous transmettre les questions. Alors, on va attendre quelques minutes. Dans cet espace, on avait la volonté également de proposer aux visiteurs l'élément de la tenue emblématique des infirmières, à savoir le voile. Donc, à l'occasion de la prise de vue, le visiteur peut revêtir le voile d'infirmière. Il y en a 3 qui sont à disposition. Et dans le parcours permanent du musée, on a un espace du même type dans lequel les plus jeunes visiteurs peuvent porter une cape d'infirmière.
parce que depuis la création des premiers ordres et des premières congrégations, il y avait cette dimension de charité chrétienne et qui était mise en place dans les différents hospices. Ça faisait partie du sacerdoce des religieuses que de s'occuper des populations les plus indigentes. Alors les soins étaient essentiellement spirituels, la volonté était d'apporter un secours spirituel à des populations souvent en difficulté sociale, mais elle pouvait concerner aussi des soins du corps. Y a-t-il un catalogue et est-ce qu'on peut l'acheter ? Alors en effet, l'exposition s'accompagne d'un catalogue qui est édité avec Sylvania Éditorial. Donc il est possible de l'acheter à la boutique du musée, mais il est aussi diffusé par notre éditeur dans les réseaux habituels. Donc on l'a vu à la FNAC, on l'a vu dans le nord de la France, on a vu dans les librairies dans toute la France. Et y a-t-il un livret enfant ? Alors, il y a pour les enfants qui souhaitent découvrir l'exposition, on a un support de visite qui est l'histoire de Sidonie Poquet. Donc, c'est un feuillet A5 avec 4 pages dans lesquelles on a raconté de manière très simple et très accessible le parcours et la vie et le parcours d'infirmière de Sidonie Poquet. Et comme j'ai pu vous montrer, on a 5 objets audio décrits et manipulables. Comment les infirmières religieuses étaient-elles rémunérées ? Est-ce leur congrégation qui les prenait en charge ? Alors, elles n'étaient pas rémunérées. Donc, la congrégation religieuse prenait en charge l'alimentation, les repas, les lieux de vie, etc. Mais c'était des femmes qui exerçaient tout simplement parce qu'elles étaient au service des autres et que ça faisait partie de leur vocation de charité chrétienne. Donc, elles n'étaient pas payées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des infirmières qui ont exercé pendant la Première Guerre mondiale, les religieuses, les infirmières Croix-Rouge n'étaient pas payées. Donc le bénévolat avait une part importante dans la représentation de l'image de l'infirmière, parce qu'on considérait que si ces femmes, il suffisait d'être femme, il suffisait d'avoir des qualités féminines, de douceur, de dévouement pour être à même de pouvoir exercer le travail d'infirmière, et que certains pouvaient considérer que ce n'était pas forcément nécessaire d'avoir une formation ou un diplôme. Avant 1870, comment étaient formées les infirmières ? Alors, comment étaient formées les infirmières avant 1870 ? Il n'y avait pas vraiment de formation. Florence Nightingale, qui développe ses théories à partir de la guerre de Crimée dans les années 1850, donne certains grands principes, comme par exemple se laver les mains avant d'exercer, aérer la chambre du malade, mais c'était des principes qui n'avaient pas été théorisés dans des livrets de formation. Donc les premières formations sont mises en place par les sociétés de la Croix-Rouge dans les années 1860. Et ces principes sont quelquefois discutables avec les connaissances médicales que l'on a aujourd'hui. Combien de temps durait une formation d'infirmière ? Alors, je dirais que les formations d'infirmières étaient très disparates en fonction de quel type qu'était le statut de la femme infirmière. Les infirmières professionnelles dans les écoles privées, type école Anna Hamilton à Bordeaux, c'était une formation de 2 ans. La Salpêtrière, c'était une formation de 2 ans. Une formation Croix-Rouge à la SSBM, pour être infirmière auxiliaire, c'était 4 mois. Donc, les niveaux de formation étaient vraiment très, très hétérogènes, très disparates. C'est Marie Curie qui va changer les choses avec les ambulances avancées
Et les radios sur le front? Alors Marie Curie va avoir un rôle, en effet, Marie Curie va avoir un rôle très important. Elle va mettre en place des unités de radiologie mobile et elle va former des infirmières, et notamment en commençant par sa fille, hein, Irène Joliot-Curie, à des pratiques de radiologie, qui va donner naissance à la spécialisation d'infirmière radiologue. Infirmière en radiologie, pardon. Des médecins, aucun infirmier, que des infirmières? Alors, c'est une très bonne question sur la place des médecins, sur la place des infirmiers. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1914, avant la guerre, il y avait près de 9000 médecins qui étaient dans les armées françaises, à titre pas de médecins, d'infirmiers, pardon, infirmiers militaires. Donc, c'était un véritable statut. C'était leur métier, leur spécialité. Et c'était un groupe qui a été renforcé au moment de la mobilisation par des gens qui n'avaient pas forcément une formation médicale, mais qui ont été versés dans le corps des infirmiers ou des brancardiers. Donc souvent, c'était des soldats qui étaient musiciens dans le civil. Par exemple, dans les collections du musée de la Grande Guerre, on a l'exemple d'un soldat qui était clarinettiste dans le civil et qui, une fois mobilisé, est devenu infirmier. Mais c'était des effectifs qui étaient très courts, enfin pas suffisants pour prendre en charge la totalité des blessés. Alors, quant aux médecins, il y avait des médecins dans les armées. Ceux qui étaient, avant 14, médecins dans le civil ont été mobilisés comme médecins dans les armées. Certains, notamment ceux qui étaient plus âgés, à la retraite, sont restés à l'arrière parce que dans le même temps, il fallait continuer à soigner les populations de l'arrière. Il y avait à peu près 10 000 médecins au moment de la mobilisation dans les armées françaises. Donc, l'exposition est consacrée aux infirmières et c'est pour ça qu'on n'évoque pas les autres personnels soignants. Mais c'est quand même quelque chose dont on donne le contexte dans le catalogue de l'exposition, par exemple, et on a également toute une partie du parcours permanent qui est consacrée à tous les personnels soignants, médecins et infirmiers compris. Que sont les autoclaves Poupinel? Alors, ce sont c'est des appareils. Enfin, l'autoclave, en tout cas, est un appareil qui était utilisé pour la stérilisation. Ça reprend le principe, on va dire de manière très simple, de la cocotte minute. C'est-à-dire que c'est un grand récipient. On met un fond d'eau, on a un contenant dans lequel on place les instruments à stériliser et on fait bouillir l'eau pendant un certain temps. Donc, il y a des protocoles à respecter. Tout ça, c'est fermé de manière hermétique et ça permet de stériliser les matériels utilisés par les soignants. Existe-t-il des spécialités et aussi des grades chez les infirmières? Alors, il existait alors pas des grades, mais des fonctions. C'est-à-dire qu'on avait un groupe d'infirmières majors, c'était les infirmières qui étaient amenées à encadrer une structure sanitaire, un hôpital auxiliaire par exemple, et qui avaient la charge d'organiser le travail de toutes les infirmières soignantes et qui étaient également l'interlocutrice privilégiée pour les médecins. Donc, elles étaient reconnaissables au bandeau rouge, un brassard rouge, pardon, avec une croix blanche qu'elles pouvaient porter. C'était les infirmières majors. À partir de quand y a-t-il eu scission entre infirmières dites de soins généraux et les infirmières en santé mentale? Alors, il faut imaginer que tout ça, ce n'est pas du tout théorisé. Ça se fait de manière empirique et que certaines infirmières se spécialisent, mais sans qu'on leur attribue des tâches définies. Alors, pour votre information, il faut dire que c'est seulement en 1922 qu'à l'initiative de l'infirmière Léonie Chaptal est créé
le diplôme d'État d'infirmière professionnelle. Donc avant, on pouvait être infirmière de manière plus simple et il n'y avait pas forcément de spécialité qui avait été théorisée, inscrite et définie. Donc les choses se font se font sur le terrain en fait. Une infirmière qui, alors il y avait quand même des spécialités, par exemple l'école Helnefould à Paris pouvait former à la radiologie, mais c'était, une infirmière formée en radiologie pouvait exercer par la suite, en fonction des circonstances des hôpitaux ou sur le terrain, des fonctions d'infirmière bloc opératoire par exemple. Est-il vrai qu'en fin de guerre, il y avait des trêves pour permettre, entre autres, d'aller chercher les blessés du front côté camp allemand et français? Alors, c'est même pas, c'est tout le temps, enfin, dans les conventions internationales, hein, la guerre est encadrée par un droit international qui a été notamment défini par les conventions de Genève et qui établit que quand les brancardiers se rendent sur le champ de bataille pour évacuer les blessés, une trêve se fait et qu'on ne peut pas combattre, on ne peut pas attaquer les brancardiers. Alors, il faut aussi dire que les infirmières ne sont jamais allées dans les tranchées ou sur le no man's land pour aller rechercher les blessés en première ligne. Sait-on combien la Grande Guerre a finalement fait comme victimes chez les infirmières? Transmission de maladies, d'infections, blessures diverses, etc. Alors, on estime que sur les 100 à 120 000 infirmières françaises engagées, je vous ai expliqué que c'était difficile pour certaines catégories d'avoir des chiffres précis, il y a à peu près 1500 infirmières qui sont mortes dans leur service. Donc soit par la maladie, soit par bombardement ou suite de blessures ou blessures. Comment avez-vous choisi vos personnes présentées? Alors la volonté pour les infirmières dont on développe le parcours, c'était de les attacher à un objet, une pièce des collections, quelque chose qui soit le marqueur de leur histoire. Donc c'est un des éléments de choix. Est-ce que dans les collections, on avait quelque chose qui parle de cette infirmière? Est-ce que dans les contacts de propriétaires de collections ou d'autres musées, on avait des objets qui évoquent ces infirmières? Donc ça a été un élément de choix. Alors il n'y en a que 8, on aurait pu en faire des centaines. Et c'est aussi ça l'intérêt que moi j'ai trouvé dans la préparation de l'exposition, c'est que ça fait plusieurs années que je travaille sur la Première Guerre mondiale et sur les nombreux portraits qu'on présente, moi j'en connaissais que 2. Et en fait, quand on commence à travailler sur le sujet, on se rend compte qu'il y a des centaines de femmes qui ont eu des parcours bouleversés par la guerre, mais assez exceptionnels et qui finalement on ne connaît pas ou peu, parce que la plupart de ces infirmières, elles ont pas forcément cherché à raconter, à relater leur expérience de guerre, ou si elles l'ont fait, c'est pour elles-mêmes, sous la forme de journaux intimes, mais que très peu ont cherché à faire connaître ce qu'elles avaient fait. Alors, c'était hyper intéressant. Merci. Comment peut-on passer sous silence l'infirmière la plus mondialement connue, Edith Cavell? Nous avons vu dans votre musée un espace qui lui est dédié. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, Edith Cavell, la question d'Edith Cavell. Edith Cavell n'est absolument pas passée sous silence. Elle est présente sous forme de portrait dans le parcours de l'exposition. C'est simplement qu'au fil de la découverte, on ne s'est pas arrêté sur tous les portraits. Il y en a d'autres. Hein, et en effet, on évoque la personne, le travail et la mort tragique de l'infirmière britannique Edith Cavell. Quelles sont les 2 figures que vous connaissiez parmi les portraits présentés? Élisabeth de Belgique et Edith Cavell. Pourquoi dire gueule cassée au lieu de visage cassé? Alors, pourquoi dire gueule cassée? Bien, je ne sais pas.
J'imagine que le mot gueule a une forme de familiarité que n'a pas le mot visage et qui témoigne plus en fait de la souffrance et de la difficulté de ces hommes qui ont été défigurés. Mais il faut dire que c'est eux-mêmes, c'est ces hommes mutilés du visage qui se sont appelés, surnommés gueules cassées, notamment au sein de leur association qui a été créée par le général Picot. C'est eux qui ont pris ce nom de gueules cassées. L'exposition et la conférence semblent se focaliser sur les infirmières d'un conflit, mais côté allié. Quelle a été la position des infirmières dans les empires allemands et austro-hongrois? Alors, c'est des sujets à part entière. Ce qu'on sait, c'est que pour les empires allemands, l'organisation des armées est déjà différente et l'organisation des soins est différente, que les soins pour les blessés allemands il y a plus d'infirmiers que d'infirmières. Et les infirmières interviennent dans les hôpitaux de l'arrière. Déjà parce que les Allemands ont pénétré sur le sol français, ils ont avancé de plusieurs centaines de kilomètres, et donc dans ces zones-là, la présence féminine n'est pas existante et que les infirmières allemandes qui sont dans les mêmes problématiques, et le corps médical allemand est dans les mêmes problématiques de réflexion de la place de l'infirmière à l'hôpital, la place de l'infirmière dans les chaînes de soins, on les retrouve également dans les empires centraux. Quel était l'âge minimum pour être infirmière? Eh bien, l'âge minimum pour être infirmière, alors pour être formée dans les écoles privées, école de la Salpêtrière, école de l'assistance publique, il fallait avoir 20 ans pour commencer sa formation. Après, pour les infirmières Croix-Rouge, je suppose qu'à partir de 17-18 ans, on pouvait proposer ces services. Quelles étaient les structures pour le logement des infirmières? Eh bien, alors les infirmières étaient logées de manière différente en fonction de la structure et de l'établissement hospitalier dans lequel elles exerçaient. Les infirmières dans les hôpitaux auxiliaires qui sont loin du front, simplement retournent chez elles. Elles viennent sur des journées de travail assez standards. Et pour les infirmières qui sont dans les zones des armées, des baraquements leur sont réservés, leur sont dédiés, où elles se retrouvent en infirmière. Elles ne sont évidemment pas mélangées avec les militaires. Et il est intéressant également de dire que la Croix-Rouge va mettre en place des foyers de repos pour les infirmières, donc pour celles qui souhaitent ont une permission et souhaitent retourner chez elles, elles ont des lieux où elles peuvent venir et se reposer pendant quelques jours sur le trajet du retour, ou alors où elles peuvent simplement venir se reposer quelque temps. Elles travaillaient combien d'heures par jour et par nuit? Alors, c'est impossible de donner des généralités sur l'organisation de leur travail parce que c'était vraiment très variable en fonction de lieu où elles exerçaient. Ce qu'on peut dire, c'est que quand elles étaient dans les hôpitaux auxiliaires, l'activité pouvait être assez cyclique. C'est-à-dire qu'elle était rythmée par l'arrivée des blessés, l'arrivée des trains sanitaires. Quand un convoi de blessés arrivait, à ce moment-là, il fallait réorganiser les lits, il fallait trouver des places, il fallait prendre en charge rapidement ces nouveaux blessés. Donc ça donnait des pics d'activité. Par contre, quand elles sont proches du front, quand elles sont dans les unités mobiles, les unités chirurgicales mobiles, là, elles vivent, elles n'arrêtent quasiment jamais, en fait. Et leur activité est essentiellement fluctuante en fonction des grandes offensives et des opérations militaires, mais c'était beaucoup plus intense et beaucoup plus dur à vivre pour ces infirmières proches du front. Combien d'infirmières ont fait de l'espionnage pour l'Allemagne?
Alors, je ne saurais pas dire combien d'infirmières ont fait de l'espionnage pour l'Allemagne. Ce que je sais, c'est que dans les territoires occupés, donc la Belgique ou alors les départements occupés du nord et de l'est de la France, certaines femmes qui étaient espionnes, parce que beaucoup de femmes étaient restées, hein, les hommes n'étaient plus là, ou alors les plus âgés ou les plus jeunes, certaines femmes exerçaient des missions d'infirmières tout en étant espionnes. Il y a l'exemple de Edith Cavell, évidemment, mais on a aussi Louise de Bettigny, Léonie Van Oult. Du côté allemand, ça, j'ai moins d'informations. Vu de leur importance durant la Grande Guerre, dans quelle mesure les infirmières ont participé à l'émancipation des femmes dans la société française? Ah, c'est une question. L'émancipation des femmes au travers le travail et au travers le travail d'infirmière, c'est une question aussi qui est intéressante, hein, qu'on pourrait développer de manière très longue. Et la question, c'est est-ce que la guerre a été émancipatrice pour la femme, en sachant qu'il y a très peu de marqueurs qui permettent de donner un référentiel. Il y a le droit de vote, évidemment. Là, pour le cas de la France, c'est pas la mobilisation des femmes, leur engagement, tout ce qu'elles ont fait qui va faire qu'elles vont obtenir le droit de vote, à l'inverse des pays, de certains pays anglo-saxons ou du nord de l'Europe. Elles ont la forme de reconnaissance, c'était la création de ce diplôme d'infirmière professionnelle en 1922, mais qui est quand même il a le mérite d'exister, mais il est assez imparfait puisque c'est un diplôme qui ne garantit pas le monopole d'exercice. Donc les femmes infirmières, des femmes qui ne sont pas infirmières vont pouvoir continuer à exercer, vont pouvoir continuer à être recrutées par les hôpitaux, même si elles n'ont pas obtenu le diplôme. Donc la reconnaissance et l'émancipation par le travail d'infirmière, il est difficile à quantifier. Il est certain que pour certaines, elles ont pu à un moment goûter à une forme d'autonomie, une forme d'indépendance. Elles ont pu s'émanciper de leur famille ou d'une certaine forme d'autorité masculine, mais une fois la guerre terminée, ce qu'on attend des femmes, ce que la société attend des femmes, ce que les politiques attendent des femmes, c'est qu'elles retournent dans les foyers et qu'elles fassent des enfants, puisqu'il faut repeupler le pays. Où peut-on retrouver les archives des infirmières Croix-Rouge armées? Alors, les archives des infirmières Croix-Rouge ont pendant longtemps été conservés, certains dossiers dans les archives de la Croix-Rouge, et la Croix-Rouge a commencé depuis 2014 à en verser une partie aux archives nationales. Donc, une partie est accessible aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, dans le 93. Donc ça, ce sont des archives associatives. Et après, certaines infirmières Croix-Rouge ont pu avoir ou garder, conserver, ou certaines familles d'infirmières Croix-Rouge ont pu conserver les archives privées et se trouver encore chez les descendants d'infirmières. Mais il y a peu d'archives, en fait. La guerre terminée, que devenaient ces infirmières? Eh bien, il y a presque autant de destins d'après-guerre que d'infirmières. Certaines ont continué à exercer en demandant par exemple des équivalences. On a le cas de notre infirmière Sidonie Poquet. Elle a son diplôme d'infirmière en 1917. En 1926, elle obtient le diplôme professionnel. Donc elle continue à exercer, mais comme je l'ai indiqué, la majorité de ces femmes, et surtout les infirmières Croix-Rouge, eh bien, elles vont retourner à leur situation d'avant la guerre. Elles vont retourner dans leur foyer, ou alors elles vont fonder un foyer, ou alors elles vont reprendre leurs activités charitables et caritatives. Y en a-t-il qui ont retracé dans un journal le récit de leur expérience? Elles semblent être restées silencieuses. Oui, c'est pour ça que les infirmières sont restées silencieuses, en effet. C'est d'ailleurs pour ça que l'exposition s'appelle Héroïnes silencieuses de la Grande Guerre. On voulait mettre en avant le fait que ces femmes, visibles partout,
dont l'image a été utilisée par la propagande patriotique, finalement, se sont peu exprimées, ou alors dans des discours très stéréotypés. Et celles qui ont tenu des récits, qui ont tenu des journaux, l'ont fait pour elles-mêmes, plutôt pour conserver une part de leur vécu. Et alors, il y a quelques journaux qui ont été publiés, mais ça reste vraiment très, très ponctuel. Et la plupart, ces journaux qui sont publiés taisent les difficultés des infirmières, taisent leurs doutes, taisent les dilemmes auxquels elles sont confrontées, devoir soigner des blessés ennemis, devoir trier des blessés, le devenir des blessés intransportables. Toutes ces choses-là, finalement, elles sont peu dites par ces femmes. Donc il y a très peu de sources, et les sources sont souvent partielles parce que les femmes sont étouffées par l'exaltation patriotique, par le fait qu'elles s'effacent derrière la souffrance des soldats, par le fait qu'à l'époque, on ne faisait pas forcément étalage de ce qu'on vivait, des difficultés auxquelles on pouvait être confronté. Pourquoi Meaux a spécifiquement été choisi pour y placer le musée de la Grande Guerre? Alors, c'est une question plus générale sur le musée de la Grande Guerre. Alors, c'est une histoire qui est un peu longue, mais on va parler de Jean-Pierre Vernet. Donc, c'est un passionné autodidacte de la Première Guerre mondiale qui, pendant plusieurs dizaines d'années, s'est intéressé au sujet par l'objet, dans la volonté de comprendre, d'expliquer, de transmettre. Et il était très généreux dans le partage de ses collections, et avec la volonté de faire un musée, ce qui ne s'est pas forcément fait pendant pratiquement 40 ans. Et puis un jour, il a proposé une exposition à la ville de Meaux en 2004. Le maire de Meaux, Jean-François Copé, a découvert la collection. Jean-Pierre Vernet avait à ce moment-là près de 60 ans, se poser la question du devenir de ces collections, et le maire a dit bon, on va acheter la collection de Jean-Pierre Vernet, on va faire un musée de la Première Guerre mondiale ici. Et il y a quand même une légitimité, il y a cette légitimité de la collection, mais il y a aussi la légitimité du territoire. Meaux a été lieu de combat au cours de la bataille de la Marne, et notamment la première phase de la bataille de la Marne, la bataille de Lourdes, en septembre 1914. On a sur le territoire, dans les villages environnants, des traces de ces combats, que ce soit des cimetières militaires, des monuments commémoratifs. Et donc ça, c'est le deuxième point de légitimité, c'est le territoire d'implantation. Et le lieu d'implantation également est légitime, puisque le musée a été construit, installé au pied du monument américain. Donc c'est une statue gigantesque de près de 27 mètres, offerte par le peuple américain aux Français en hommage aux morts de la première bataille de la Marne. Donc c'est pour ça que le musée est ici, c'est parce qu'il y a la collection de Jean-Pierre Vernet, parce qu'il y a la volonté politique également, parce qu'il y a cette histoire de la première bataille de la Marne, et parce qu'il y a ce monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Mais on n'est pas un musée sur la bataille de la Marne, on est vraiment un musée très général sur la Première Guerre mondiale.